Le risque, c'est de poursuivre sur le même chemin d'impuissance, de chaos et de dépendance, de laisser le sort du Sahel se jouer loin de ses habitants, de voir encore les villages tomber, les routes se fermer, la confiance s'effriter. Mais ce choix, ces trois nations ont décidé de ne plus l'accepter. Et si, pour la première fois, le Sahel décidait seul de son avenir? Imaginez une région trop souvent résumée par l'instabilité, la violence et la mainmise d'intérêts venus d'ailleurs. Pendant des décennies, on a parlé du Sahel comme d'un territoire victime, toujours tributaire de forces extérieures pour tenter de survivre à la crise. Mais aujourd'hui, un événement inédit bouleverse cette fatalité. Son nom, Jakabara, résonne déjà comme le cri d'un réveil africain. Jakabara, ce n'est pas une opération militaire parmi tant d'autres. C'est le symbole d'un espoir radical, celui de peuples qui refusent dorénavant de confier leur sécurité, leur dignité, leur futur à d'autres que leurs propres enfants. Derrière Jakabara se cache une alliance que personne n'attendait. Trois États, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, longtemps séparés par des frontières et par des intérêts divergents, unissent désormais leurs forces pour défendre leur souveraineté. Ce pacte est inédit. Il bouscule tout ce que l'on croyait savoir sur la région. Pour la première fois, la réponse ne vient pas d'une capitale étrangère, mais du cœur même du Sahel. Mais avant de comprendre la portée de ce sursaut, il faut revenir à la gravité du contexte qui a rendu Jakabara nécessaire. Derrière l'annonce sobre de Jakabara, il y a la promesse d'une rupture avec le passé, l'affirmation qu'une autre voie est possible et que l'Afrique peut écrire elle-même l'histoire de sa liberté. Comment un sentiment collectif d'abandon a-t-il pu accoucher d'une révolution militaire et politique sans précédent dans le Sahel? Pour comprendre Jakabara, il faut revenir aux racines d'une crise profonde. Pendant des années, le Sahel s'est enlisé dans la violence. Les attaques armées sont devenues monnaie courante, des villages entiers ont été vidés, et la confiance dans les autorités civiles s'est effondrée. Les promesses de stabilité, venues de l'intérieur comme de l'extérieur, se sont évaporées, laissant place à un sentiment d'abandon et à l'impuissance généralisée. Face au risque d'effondrement total, avec des sociétés au bord de l'abîme et la disparition de tout espoir, l'heure n'était plus à l'attente. Jakabara est né parce que l'alternative, c'était le chaos définitif, la fuite de millions de personnes, la fin du rêve d'un avenir meilleur au Sahel. Dans ce chaos, ce ne sont pas des ambitions personnelles qui ont propulsé Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Chiani sur le devant de la scène. Ce sont les nations elles-mêmes qui, face à la faillite de l'État, ont réclamé des hommes capables de casser le cercle vicieux de l'insécurité et de la dépendance. Traoré, Goïta et Chiani n'étaient pas des aspirants au pouvoir. Ils ont répondu à un appel urgent, celui d'un peuple qui voulait vivre dignement et reprendre le contrôle de son destin. La naissance de Jakabara ne doit rien au hasard ni à des plans dictés par l'extérieur. L'initiative a germé sur le sol africain, forgée dans la douleur des populations et l'expérience des frontières oubliées. Elle incarne une prise de conscience. Combattre séparément, c'est s'exposer à l'échec. Seule une alliance régionale, mue par la solidarité et la connaissance du terrain, pouvait inverser la tendance. Ce sursaut historique marque la rupture avec des décennies de résignation et de dépendance. Mais une alliance régionale ne suffit pas. Il fallait aussi une stratégie nouvelle et des moyens adaptés. Comment ces trois nations, longtemps isolées dans leur lutte, ont-elles pu bâtir une force commune et inventer une nouvelle façon de défendre leur avenir? Découvrons comment Jakabara a transformé le combat contre l'insécurité. Au-delà des soldats réguliers, l'opération a vu une mobilisation sans précédent de la société. Les volontaires de la défense, épaulés par les populations, ont constitué la force vive de Jakabara. Chaque village, chaque hameau participait à la veille, à la transmission d'informations, à la sécurisation des axes secondaires. L'engagement populaire a fait la différence. Jakabara n'était plus seulement une opération venue d'en haut, mais un mouvement porté par l'espoir et la détermination de tout un peuple. Pour la première fois, la coordination militaire entre les trois nations a été totale. Les armées maliennes, burkinabais et nigériennes ont planifié ensemble chaque mouvement, synchronisé les offensives, partagé le renseignement en temps réel. Dans la région de Tessit, à l'est de Gao, l'armée malienne avançait en force, tandis que les troupes burkinabais et nigériennes verrouillaient les axes de fuite. Cette manœuvre concertée, semblable à une tenaille implacable, a brisé la mobilité des groupes armés, les forçant à combattre là où ils se croyaient intouchables.
Jamais auparavant, on n'avait vu une telle fluidité de communication, ni une telle confiance mutuelle entre armées nationales du Sahel. Face à des ennemis insaisissables, comment transformer la faiblesse en force? C'est la question clé qui a guidé l'opération Jakabara, au cœur de la zone la plus dangereuse du Sahel, la trifrontière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette région, longtemps perçue comme un refuge imprenable pour les groupes armés, était devenue le théâtre d'une lutte acharnée pour la survie et la souveraineté. Ici, les frontières n'étaient que des lignes invisibles, traversées librement par les insurgés qui frappaient, puis disparaissaient dans le vide juridique et sécuritaire entre les États. La trifrontière, véritable nœud gordien du conflit au Sahel, était donc un enjeu stratégique capital. La reprendre, c'était renverser le rapport de force et couper l'ennemi de ses bases arrières. Mais la véritable révolution de Jakobara tient à l'intégration de la technologie de pointe. Pour la première fois, les drones turcs, ces yeux électroniques capables de surveiller des dizaines de kilomètres à la ronde, ont été déployés massivement. Ils traquaient les mouvements suspects, repéraient les campements cachés, guidaient les unités au sol avec une précision inédite. Ce n'était pas une technologie parachutée de l'extérieur, mais un outil au service d'une stratégie ancrée dans la réalité locale. Les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, ces villageois devenus sentinelles, formaient le filet humain sur lequel s'appuyait cette modernité. Leur connaissance du terrain, des sentiers oubliés aux habitudes des habitants, venait compléter la surveillance aérienne. Ensemble, technologie et enracinement local ont rendu l'étau inévitable. La réussite militaire n'est qu'une première étape. Ce qui importe, c'est l'impact réel de Jakabara sur la sécurité, la confiance et l'espoir dans les villages de la trifrontière. Mais une victoire tactique n'a de sens que si elle transforme durablement la vie des populations. Comment savoir si Jakabara marque vraiment un tournant? Regardons maintenant, sur le terrain, ce que cette opération change concrètement dans le quotidien des habitants. Pourtant, il ne faut pas se méprendre, l'enjeu était immense. Un revers aurait signifié la victoire totale des insurgés, la chute du dernier rempart et l'engloutissement du rêve d'indépendance. La peur de voir tout s'effondrer n'a jamais quitté les esprits. Mais c'est justement cette menace qui a galvanisé l'unité et la créativité de la riposte. Et si, pour la première fois depuis des décennies, l'espoir renaissait vraiment au Sahel? Cette question résonne aujourd'hui dans les rues, les marchés et les villages du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'opération Jakabara n'est plus un simple mot d'ordre, elle s'est incarnée dans la vie quotidienne et a commencé à transformer la réalité du terrain. Dès les premières semaines, un changement concret s'opère. Les frontières, autrefois synonymes de peur et de danger, sont désormais sécurisées. Les routes longtemps désertées se rouvrent peu à peu à la circulation. Les camions de marchandises recommencent à franchir les anciens points de contrôle et les marchés locaux reprennent vie. Dans les campagnes, les paysans redécouvrent leurs terres. Après des années d'incertitude, ils retournent cultiver leurs champs, confiants que la saison des récoltes ne sera plus volée par la violence. Les écoles rouvrent leurs portes, les enfants reprennent le chemin de l'éducation, et les services de santé reviennent dans des villages isolés depuis trop longtemps. Ce retour progressif à la normale nourrit un puissant sentiment d'appartenance. La fierté d'être burkinabé, malien ou nigérien ne se limite plus au discours officiel. Elle se lit dans les regards, s'exprime dans les gestes quotidiens. Les couleurs nationales flottent sur les marchés et les chants patriotiques résonnent lors des célébrations. Pour beaucoup, la peur cède la place à la dignité retrouvée. Alors, la question reste entière. Cette expérience inédite peut-elle résister à l'épreuve du temps? Quelles leçons tirer du succès de Jakabara et que nous révèle-t-il sur l'avenir du Sahel? Pourtant, la confiance demeure fragile. Le moindre revers, la plus petite rechute dans l'insécurité pourrait briser ce nouvel élan. Un retour du chaos ruinerait la confiance durement acquise et ferait basculer la région dans un désespoir encore plus profond. Mais ce nouveau souffle ne vient pas seulement d'en haut. Pour la première fois, les citoyens participent directement à la renaissance de leur pays. À travers le fonds de soutien patriotique, ils contribuent selon leurs moyens. Certains donnent de l'argent, d'autres offrent du temps ou des vivres. Cette mobilisation massive soude la population autour d'un objectif commun et efface les clivages. Jakobara n'est plus l'affaire de quelques chefs ou de militaires isolés. C'est un mouvement national, une énergie collective qui inspire même au-delà des frontières. L'alliance AES, qui réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pose les bases d'une force conjointe régionale.
Ce modèle surprend le monde. Pour une fois, ce ne sont plus les puissances étrangères qui dictent la marche à suivre, mais les peuples du Sahel eux-mêmes. Pour comprendre les véritables enseignements de Jacques-Barrat, il faut regarder au-delà des victoires immédiates et analyser ce nouveau modèle de souveraineté. Que peut-il inspirer à d'autres régions d'Afrique ou du monde en quête d'autodétermination? La souveraineté n'est pas un don, c'est une conquête collective. Jacques-Barrat en est la preuve éclatante. Rien ne se construit sans l'engagement de tous. Pour l'Afrique et le monde, l'histoire du Sahel offre aujourd'hui des enseignements universels et concrets. Première leçon, la force d'un État ne naît pas de la seule puissance militaire, mais de l'union sacrée entre le peuple, l'armée et une technologie adaptée aux réalités du terrain. Au Sahel, soldats professionnels et volontaires citoyens ont uni leurs efforts, épaulés par des outils de communication et de surveillance conçus localement. Cette complémentarité a fait la différence face à des ennemis mobiles et déterminés. Deuxième leçon, le financement local transparent change tout. L'opération Jacques-Barrat n'a pas reposé sur des ressources étrangères, mais sur la mobilisation populaire, dons, contributions et contrôle citoyen. Cette logique crée un cercle vertueux de solidarité, renforce la légitimité de l'action et redonne foi en l'État. Quand chacun voit où vont ses efforts, la confiance renaît. Enfin, Jacques-Barrat porte un message fort. Une Afrique forte peut émerger par ses propres moyens. L'opération a prouvé qu'il n'y a pas de fatalité à la fragilité, à la violence ou à l'ingérence. Là où il y a volonté collective, vision claire et solidarité, tout devient possible. Alors, quelle porte Jacques-Barrat ouvre-t-elle pour demain? Troisième leçon. La coopération régionale peut briser les chaînes de la dépendance. Burkina Faso, Mali et Niger ont compris que leur sécurité était inséparable. En partageant renseignements, ressources et stratégies, ils ont dessiné un nouvel horizon. Ce modèle peut inspirer d'autres régions du continent, lassées de la balkanisation et de la tutelle extérieure. Mais le risque est immense. Ignorer ces leçons, c'est condamner d'autres pays à répéter les mêmes échecs, à voir la dépendance et la défiance s'installer pour des générations. Jacques-Barrat n'est pas un miracle, mais une démonstration de ce que l'audace et l'unité peuvent accomplir, même dans les conditions les plus hostiles. Ce nouvel élan appelle à se projeter. Comment les peuples du Sahel et d'ailleurs peuvent-ils transformer cette victoire en un changement durable? La suite nous plonge dans les espoirs, les défis et les prochaines étapes pour un Sahel maître de son destin. Jacques-Barrat n'est pas seulement une opération, c'est un signal lancé à toute l'Afrique. Ce n'est pas un simple événement, mais un modèle, une invitation à repenser notre destin collectif. En unissant leurs forces, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont montré qu'une autre voie est possible, loin de la fatalité et de la dépendance. Mais le vrai défi commence maintenant. Jacques-Barrat a ouvert une brèche, mais il appartient à chacun d'entre nous de la transformer en une victoire durable. Voulons-nous rester spectateurs d'un récit écrit par d'autres ou devenir les auteurs de notre propre histoire? Ils ont prouvé que la solidarité, l'innovation et l'engagement des citoyens peuvent transformer une région marquée par la crise en un symbole d'espoir. Jacques-Barrat incarne cette fierté retrouvée, la conviction que notre sécurité et notre avenir doivent être forgés par nos propres mains. Cela ne concerne pas que le Sahel, c'est un message fort à toute l'Afrique et bien au-delà que l'histoire ne se subit pas, elle se construit. Face à l'urgence, il ne suffit plus d'applaudir de loin. Jacques-Barrat montre qu'à plusieurs, les défis deviennent surmontables. Reste à savoir si nous saurons saisir cette impulsion, l'amplifier et l'inscrire dans la durée. La responsabilité est partagée. Chacun, à son niveau, a le pouvoir d'apporter sa pierre, soutenir ses communautés, s'ouvrir à l'innovation, refuser l'immobilisme. Le temps de la résignation est terminé. Aujourd'hui, le choix est simple, subir ou forger l'histoire.